Bienvenue dans cet entretien du jour. Les initiatives d'entreprise se multiplient de plus en plus sur le continent africain. Je vous propose aujourd'hui de découvrir une jeune entrepreneuse qui n'a pas peur de se salir les mains pour réussir. Elle est ivoirienne et investit dans la transformation des coques de coco, d'où le nom de sa start-up, la Reine de Coco. Natacha Doucei, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci. Alors, Natacha, j'aimerais déjà vous demander comment est née cette idée de transformer les noix de coco en différents produits. Euh, D'abord, l'histoire commence sur une note pas très gaie. En 2019, mon mari et moi, nous perdons notre bébé de 7 mois. Et donc, pour, on va dire, oublier ce chagrin, pour ne pas sombrer dans la dépression, alors, et sous conseil des proches, je décide de faire une activité pour, voilà, pour ne pas penser au dessert et tout. Et c'est comme ça que je me lance dans l'activité de noix de coco. Pourquoi? Bon, comme ça, comme ça, je me suis lancée, j'ai choisi la noix de coco comme ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon histoire avec les cocos. Donc, tout a commencé sur une mauvaise note, une note lugubre, on peut le dire comme ça. Quel a été le regard des gens dans votre environnement quand vous avez dit « je veux commencer à travailler les noix de coco, je vais les transformer en de différents produits, surtout un produit comme le charbon ». Bon, déjà, c'était pas vraiment bien vu parce qu'ils se disaient, mais avec ton diplôme que tu as, j'aurais pu passer un concours ou bien peut-être travailler dans les bureaux, des choses comme ça. Mais aller te salir, aller faire, et puis c'est un travail d'homme, c'est pas fait pour les femmes et tout ça. Et c'était pas vraiment bien vu. Mais mes proches ne m'ont pas vraiment encouragée d'abord. Ils comprenaient pas en fait pourquoi je suis allée choisir des trucs difficiles là et tout. Déjà que vous êtes diplômé, vous avez une licence. Oui, une licence en animation culturelle. Mais qu'avez-vous fait aujourd'hui de ce diplôme? Parce que c'est quand même des parents investissent sur un enfant. L'enfant devient diplômé, détient une licence et du jour au lendemain, après avoir travaillé quelques années, décide de se lancer dans la transformation des noix de coco. Bon, le diplôme, il est là, il est là, mais je ne l'utilise plus vraiment. Je ne l'utilise plus parce que maintenant, on va dire, le coco est devenu ma passion, est devenu mon univers. Donc, pour le moment, euh, on a gardé au tiroir le diplôme. Vous transformez les noix de coco en différents produits. J'aimerais que vous nous citiez quelques produits que vous réussissez à créer après avoir transformé ces noix de coco. Alors, déjà, le premier produit, c'est l'eau de coco. Quand quand on tient une noix dans nos mains, le premier produit que nous faisons, c'est l'eau de coco. Ensuite, la chair, on l'utilise pour faire l'huile de coco. Donc, nous faisons l'huile de coco extra vierge. Ensuite, on utilise la bourre, c'est-à-dire les déchets, la peau de coco, et la coque de coco pour faire du charbon combustible, du charbon 100% naturel. Voilà. En résumé, avec vous, le coco, rien ne se perd sur le coco. Non. Quand nous tenons, en fait, quand la reine des cocotiers noire de coco tenait, de son extérieur jusqu'à son intérieur, rien ne se perd avec nous. Rien. Il y a quelques mois, vous avez été lauréat d'un concours. Il s'agit de la promotion de African Women of the Future Fellowship. Vous avez été désigné comme meilleur projet pitché au cours d'un forum international du leader féminin. Ça a été comme une consécration pour vous, si je ne me trompe pas. Ah oui, ah oui. En fait, j'aimerais rectifier que j'étais parmi les meilleurs projets. Je n'avais pas qu'un seul projet, donc j'étais parmi les meilleurs projets pitchés.
Alors oui, c'était comme une consécration parce que pour le charbon de coco, par exemple, c'est un travail très difficile, très, très difficile. Et nous voir être récompensés lors de ce forum international, on a vu ça comme on était vraiment contents et c'était vraiment avec beaucoup d'émotion. On a pleuré, on était vraiment contents de recevoir ce prix-là. On s'est dit, ah, vraiment, ce qu'on fait dans l'ombre, là, les gens, ils voient, ils s'intéressent. C'était vraiment avec beaucoup d'émotion qu'on a reçu ce prix. Ça a permis de vous mettre un tout petit peu sur les feux de la rampe. La lumière, les projecteurs ont été orientés sur vous à ce moment-là. Ah oui, ah oui. On a reçu le deuxième prix, mais c'était comme si on avait reçu le premier prix. Et comme j'ai dit là, c'est avec beaucoup d'émotion. J'étais vraiment contente parce que dans l'ombre, pendant des mois, on travaillait dans l'ombre, on travaillait dans des conditions difficiles. Je pensais que personne ne voyait en fait ce que j'étais en train de faire. Et il y avait des moments où je voulais laisser tomber, je voulais abandonner parce que c'était difficile sans équipement et tout. Et on arrive à un programme international, un forum international, et on est coopté, on est choisi. On s'est dit, mais vraiment, c'est comme tout ce qu'on a fait dans l'ombre, là, ce n'est pas. Ça a de la valeur, en fait. Les gens ont vu et ils sont intéressés. Vraiment, voilà. Vous transformez les coques de coco en charbon et aujourd'hui, c'est vrai que vous réglez un problème en transformant les coques de coco en charbon. Vous allez dans la forêt, vous allez dans les palmeraies et ou les cocoteraies plutôt, vous cherchez ces coques et vous les ramenez, vous les faites passer au feu et ça devient du charbon. Vous réglez un problème de recyclage de déchets ménagers, mais au même moment, on parle aujourd'hui de pollution de l'environnement, de dérèglement climatique causé par les gaz à effet de serre, et on sait que le charbon contribue fortement à la pollution de l'environnement. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Déjà, pour la transformation, nous, on vient pour la question de pollution, là. On a deux types de charbon déjà. On a un charbon qui est fait à base des bourres de coco, des déchets de coco. Et les déchets de coco, c'est quand les gens finissent de travailler la noix de coco, donc dans les rues d'Abidjan, il y a la saleté, j'ai dit les déchets qui sont là dans les points de rue et tout. Nous récupérons ces déchets-là. Donc, au lieu que ces déchets-là restent là pour salir les villes, pour salir les communes, nous récupérons ça et nous transformons ça en du charbon. Donc, c'est une manière d'assainir aussi, notre action est une manière d'assainir aussi les villes. L'autre problème que nous venons peut-être résoudre, c'est le problème de la déforestation. Parce que notre charbon, il ne nécessite aucun abattage. Vous avez dit tout à l'heure que nous allons dans les forêts, mais quand nous allons dans les forêts, c'est à la rencontre du fruit de coco. Donc, quand nous utilisons ce fruit, c'est la coque que nous utilisons pour faire le charbon. Donc, il ne nécessite aucun abattage d'arbre, notre charbon. Donc, il participe à la, à la lutte contre la À la sauvegarde déforestation. de l'environnement. Il y a une autre situation. Aujourd'hui, beaucoup de ménages tendent vers l'utilisation des gaz domestiques. Mais vous proposez du charbon domestique, du charbon de feu plutôt. Est-ce qu'avec ça, il n'y aura pas un problème à la longue pour la pérennité de cette activité? Oh non, pas du tout. Non, pas du tout. Parce que on ne peut pas tout faire avec du gaz. Par exemple, le barbecue, il est idéal avec du charbon. Les braisés, ils sont idéaux avec du charbon. Et on a en Côte d'Ivoire, spécialement à Abidjan, on a des sortes d'allocodromes, je ne sais pas si vous connaissez, des sortes d'allocodromes. Et dans ces endroits-là, Des c'est endroits où plus du charbon. on vend de la banane braisée ou de la banane cuite plutôt. Oh oui, oui, mais aussi la viande qu'ils font braiser, c'était comme des sortes de barbecue en fait. Hum. Donc c'est plein de points à Abidjan ici. Et dans ces cas, c'est uniquement du charbon qu'ils utilisent. Donc non, le charbon ne va pas à la longue créer un problème ou Disparaître. bien non, au contraire, il ne va pas disparaître. Au contraire, même. Mhm.
Vous faites partie de celles qu'on peut appeler en Afrique des femmes, une femme battante, une femme qui se mouille le maillot, une femme qui n'a pas peur de se salir les mains. L'essentiel pour elle, c'est de gagner sa vie, c'est de mettre sa famille à l'aise. Comment conciliez-vous votre vie d'épouse et la vie de femme d'affaires? Ça ne doit pas être aussi facile que ça. Aller en brousse, aller chercher nuitamment des coques de coco, des noix de coco. J'imagine que ça doit être dur. Oui, j'avoue qu'au début, c'était très difficile parce qu'il fallait se réveiller très tôt le matin parce que la ville n'est pas proche d'Abidjan. Moi, je suis à Abidjan. Donc, il faut parcourir près de 200-300 kilomètres. Donc, il faut se réveiller très tôt. Et quand on revient, il est déjà tard. Je me rappelle que je suis rentrée des fois à 2 heures du matin et tout. Et donc, c'était très difficile dans les débuts. Ces retours tardifs à la maison, est-ce qu'ils supportent bien votre mari? Non, au départ, c'était, comme j'ai dit, au départ, c'était difficile, en fait. C'était difficile parce que je disais, mais déjà, c'est quoi? C'est quelle activité on fait? On sort très tôt le matin, on rentre très tard le soir et tout. Et puis, bon, Dieu faisant les choses, il m'a rejoint dans l'activité. Donc, du coup, c'est lui maintenant qui sort tard et voilà. Moi, je m'occupe des choses, peut-être à Abidjan, les affaires à Abidjan. Et quand c'est pour aller très tard et très tôt, bon, c'est lui qui s'en occupe. Donc, il m'a Il rejoint. faisait quoi? Il faisait quoi avant de vous rejoindre dans cette activité? D'accord, mon mari, déjà, il a une maîtrise en espagnol, donc il travaillait avec des Espagnols, mais ils ont dû rentrer à cause de la crise, donc du coup, il a perdu son emploi et donc il m'a rejoint dans la Reine des Cocos. Ben, c'était une bonne opportunité pour lui d'ailleurs. Alors, il y a plein de femmes, il y a beaucoup de femmes qui aujourd'hui se plaignent en Afrique, qui se tournent les pouces. Vous, vous avez réussi à vous en sortir en initiant un projet, en vous mettant à votre propre compte. Avant de finir cette émission, j'aimerais très bien que vous parlez, vous puissiez parler à ces femmes-là, à ces jeunes filles-là. Bah, déjà, ce que je peux dire, c'est qu'elles ouvrent les yeux pour regarder, pour observer, parce qu'il y a quelque chose à faire forcément. Ensuite, quand elles vont voir, quand elles vont identifier ce qu'elles veulent faire, qu'elles se donnent les moyens de le faire, en fait, quelles que soient les difficultés, de ne pas abandonner. Une fois qu'elles ont identifié l'activité qu'elles veulent faire, il ne faut pas qu'elles baissent les bras quand il y a des difficultés, non, il faut qu'elles foncent, elles foncent. Parce qu'en fait, c'est au bout du tunnel qu'il y a la lumière. Donc, quelles que soient les difficultés, qu'elles foncent et elles vont réussir. Natacha, quelles sont vos perspectives d'avenir en ce qui concerne votre start-up, la Reine des Cocos? Bah, déjà, on veut être les leaders en fait de la filière coco en Côte d'Ivoire et en Afrique, et ensuite être les leaders dans le domaine du charbon. Donc, c'est ça déjà notre, comment je vais dire ça, notre vision en fait. Voilà. Voilà, c'est ça votre vision, c'était clair pour nous. Déjà, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation, Natacha Duosei. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, chers téléspectateurs, voilà, nous avons reçu pour vous Natacha Duosei. Elle est la responsable de cette start-up ivoirienne qui s'appelle la Reine des Cocos. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme de Télé Sud et à la prochaine.